Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de dystopie. J'en ai parlé dans ma pile à lire autour de l'ASF pour le mois d'avril, mais si tu n'as pas vu la vidéo ou si tu ne le sais toujours pas, le genre dystopique, c'est un genre qu'on met souvent dans la science-fiction. C'est un genre qui mêle donc de l'anticipation. L'idée, c'est de montrer un petit peu comment un pouvoir peut faire basculer une société, comment est-ce que, d'une bonne idée d'ailleurs ou non, on peut arriver à quelque chose d'autoritaire, de totalitaire, et l'impact, les conséquences que ça peut avoir sur une société. Voilà, il y a plein d'autres éléments, mais en gros, une dystopie, c'est cette idée d'être l'inverse d'une utopie, et donc d'un monde où tout se passe bien et où le système fonctionne et rend les gens heureux. Ici, on est vraiment dans l'inverse. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, ce sont 10 dystopies qu'évidemment j'ai lues et que j'ai aimées. Donc la liste n'est pas exhaustive et j'ai lu également d'autres livres dystopiques, mais soit je les ai aimés mais je ne pouvais pas en présenter 30 parce que ça aurait fait une vidéo trop longue, ou alors je les ai moyennement, voire moins bien aimés, et donc évidemment, ici, c'est la sélection que j'ai envie de te présenter. Il y a 5 autrices et 5 auteurs et pas mal de nationalités. Il faut savoir également que je les ai classés par date, de l'apparition la plus ancienne à la plus récente. Je te présente Nous, d'abord, de Evgueni Zamyatin, et ici c'est aux éditions Babel. Il a été écrit, en tout cas il a été publié pour la première fois en 1920. Il est considéré comme un précurseur puisqu'il a été publié avant 1984, avant Fahrenheit, avant Le Meilleur des Mondes, enfin bon, avant évidemment tous ces grands classiques. Ce que je vais faire aussi, c'est un petit résumé et les différents points que j'ai appréciés, mais je vais essayer d'être assez rapide parce que comme je te le disais, il y en a 10. Celui-là, que j'ai lu il y a quelques années, mais peut-être 3-4 ans, donc c'est assez récent, c'est un roman qui nous parle d'une société qui est organisée autour d'un État unitaire. Le chef d'État est nommé le bienfaiteur. Les personnes sont considérées comme des numéros et plus que ça, ils sont nommés par un numéro. Ils doivent être heureux et vraiment doivent être importants parce que c'est une injonction dans cette société. Et donc voilà, ça donne un petit peu le ton. Ils sont dans un rythme, dans un horaire qui fait en sorte que chaque personne réalise les mêmes actions en même temps. Pour leur bien, évidemment, tu l'auras compris. Le personnage qui est mis en avant fait la rencontre d'une femme qui est un petit peu différente et qui va changer sa manière de voir le monde et qui va un petit peu le faire évoluer. Dans ce livre, tu vas retrouver une grande construction de la société, tu vas retrouver des détails de comment ça fonctionne au quotidien, voir un peu les injonctions, voir un petit peu le nom qui est donné. Donc il y a vraiment toute une richesse de l'univers qui est bien construit et qu'on retrouve. Au niveau de l'écriture, on est avec le personnage puisque c'est de son point de vue. Donc c'est beaucoup dans l'intime, dans la psychologie du personnage et dans ses observations puisqu'on est avec lui tout le temps. Malgré cela, on est aussi dans une écriture qui est très lyrique et assez poétique. Beaucoup de belles idées. On comprend que c'est un classique. Je l'ai adoré et je compte le relire dans quelques temps pour me refaire une impression. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture parce qu'elle réunit tout ce qu'on apprécie dans le genre. Le deuxième, c'est un grand classique, c'est 1984 de George Orwell. George Orwell, il est anglais et ça a été publié en 1949. Là, je l'ai lu il y a très très longtemps et c'est un des classiques qui a constitué ma base dans le genre dystopique parce que je crois que j'avais moins de 20 ans, donc voilà, il a vraiment été une de mes premières lectures et ça a été l'une des premières dystopies que j'ai adorées. Ici, on est avec notre héros qui s'appelle Winston Smith. Il est en Angleterre, il habite un petit appartement dans lequel un écran est allumé en permanence et lorsque Smith est dans le champ de vision de cet écran, eh bien on peut tout entendre et tout voir de lui. Sur cet écran sont diffusés des renseignements qui sont choisis, qui tournent un peu en boucle
Et dans cette société, il y a l'obligation de réaliser certaines choses. Il y a des infractions aussi, des punitions. Donc ça, c'est assez proche de nous. On voit clairement l'influence de nous pour pas mal d'aspects. On retrouve ici les 4 ministères. Le ministère de la vérité, le ministère de la paix, le ministère de l'amour et le ministère de l'abondance. Et pour te dresser un petit peu le paysage, le ministère de la vérité, il va s'occuper de tout ce qui est divertissement et information. Le ministère de la paix, il s'occupe de la guerre, évidemment. Le ministère de l'amour, lui, il va être en charge du respect des lois et de l'ordre. Et puis on a également le ministère de l'Abondance qui va s'occuper des affaires économiques. Le parti a un slogan très sympathique aussi, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Voilà, ça te donne un petit peu aussi les idées là où on part dans cette dystopie. On est aussi avec le personnage principal qui commence à remettre en question certaines choses grâce à la rencontre d'une femme, comme je le disais pour nous, parce que ça aussi c'est un volet qu'on retrouve dans les deux romans. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais l'écriture est très différente. Donc Winston Smith qui recherche évidemment comment mieux sentir, ou en tout cas comment est-ce qu'il pourrait se dépatouiller de cette société, on va le suivre, on va voir s'il y parvient ou pas. L'écriture ici, je la trouvais assez dense. La politique, l'univers est très construit, c'est original, même si on retrouve des éléments de chez nous. Et on a une atmosphère pesante. Là aussi, c'est un classique et pas pour rien. Alors le troisième, c'est encore un classique. Donc là, je ne vais sans doute rien t'apprendre. Maintenant, je suis obligée de présenter des classiques. En tout cas, moi, j'avais envie de présenter des classiques dans ces recommandations parce que ce sont les dystopies que j'ai vraiment le plus aimées. Et donc, pour moi, ils ont évidemment leur place dans la première vidéo de recommandation que je fais sur ce genre. Donc, je ne vais rien t'apprendre avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est un Américain et ça a été écrit en 1953. Là, à nouveau, un personnage masculin qui se nomme Montag, qui est pompier. Dans sa société, il n'y a pas de remise en question, pas d'humour, pas de livres. Si les pompiers en trouvent, ils doivent les brûler. Et le papier brûle à 451 degrés Fahrenheit, d'où le titre. Un jour, il rencontre une jeune fille. Et la personnalité de cette jeune fille fait que Montag se dit tiens, elle est originale. Et donc il a envie de creuser un petit peu. Et cette différence lui donne envie, ou en tout cas va faire en sorte qu'il va se poser des questions dans sa vie, dans la relation qu'il a avec son épouse, sa compagne, et sa relation au livre et plus largement à la société dans laquelle il vit. Les points positifs de Fahrenheit 451, c'est, alors tu le vois, c'est assez court, c'est très rythmé, il y a beaucoup de dialogues, c'est une écriture qui est très dynamique et très vivante. Il y a aussi pas mal de petites piques, donc c'est assez piquant. L'idée est très forte et c'est un très beau dénouement. Donc voilà pour Fahrenheit 451. Ensuite, je te présente une dystopie qui a été écrite par une femme, c'est Kay Dick. Et ici, on est au livre de poche. Kay Dick est anglaise et a été écrit en 1977. On le voit moins passer. J'ai vu la couverture dans une librairie, j'ai un petit peu lu la 4e et j'ai eu vraiment envie de découvrir parce que en Grande-Bretagne, c'est un classique et je ne l'avais jamais vu ni entendu parler. Donc voilà, il a croisé ma route il y a peu de temps. On est sur une idée assez originale puisque ici, de chapitre en chapitre, on apprend que les personnages qui changent au fur et à mesure des chapitres, on n'est jamais avec les mêmes personnes. Et de chapitre en chapitre, on apprend que les arts, la différence, eh bien, ça doit disparaître. Pas de manière évidemment calme et paisible, mais évidemment par la force et par la destruction des œuvres et bien sûr des artistes. C'est très court, c'est très haletant, il y a beaucoup de rythme aussi. Par contre, c'est assez impersonnel parce que on est à distance, jamais avec des personnages qu'on connaît, on a leur nom, mais 20 pages après, on est avec d'autres personnes, donc on ne s'attache pas. Donc ça, c'est très particulier comme style d'écriture, et il faut adhérer ou non. Au fur et à mesure des chapitres, on apprend des choses différentes sur la société et comment est-ce que ça se met en place et un petit peu pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Mais c'est jamais très détaillé. On reste en surface
Ici, l'accent est mis sur ce que vivent les personnes concernées et ce que ça fait, les destructions évidemment des arts, qu'ils soient de près ou de loin concernés par la cause. Et c'est ça qui est très original dans ce roman, parce que l'écriture est différente et on a également donc cette distance. Et on n'a finalement pas besoin d'avoir des détails sur l'univers, parce que ce qui est prenant ici, c'est l'ambiance qui est dépeinte et qui est vraiment très pesante et glaçante. Très bonne lecture aussi, mais évidemment je ne vais pas te le dire, à chaque fois tu l'auras deviné par toi-même. Je te le conseille, d'autant plus qu'on en entend moins parler, donc ça change un petit peu de ce qu'on lit. Ensuite, autre grand classique, La Servante écarlate, par Margaret Atwood, évidemment qui est canadienne, et elle a écrit La Servante écarlate en 1985. Dans cette société-là, on va suivre De Fred. Pourquoi De Fred? Parce que elle appartient à une famille dont le commandant s'appelle Fred, et donc elle s'appelle De Fred, puisqu'elle vit chez Fred. Ici, De Fred est servante, et donc c'est une société qui se passe, comme pour les dystopies, hein, évidemment, dans un futur, là pour le coup assez proche, mais les dystopies, ça peut être dans un futur plus ou moins proche. Chacun a sa place, chacun a son rôle et sa fonction. On a évidemment, pour les femmes en tout cas, des épouses, on a des Martha, on a les servantes, on a les tantes, les Jézabel, et chaque fois on a les différents rôles. La plongée dans ce monde, il y a quelques longueurs, mais je trouve que c'est également très glaçant. On est avec un personnage féminin, ce qui est agréable aussi, ça change le point de vue. Et on en apprend aussi petit à petit. On nous donne pas toutes les clés, on nous donne pas toutes les réponses. C'est l'ambiance, c'est le fait de ne pas pouvoir parler et puis de comprendre comment est-ce que ce système s'est mis en place, mais à petite dose. Ça n'aborde pas tout et on doit vraiment faire preuve de patience pour comprendre et s'immerger de l'univers. C'est une idée qui, pour le coup, là, est très originale parce qu'on est sur ce système de classes, de fonctions. Et là aussi, il y a des punitions, des règles qui sont mises en place. Et donc, je te laisse les découvrir. Ensuite, je te propose, en tout cas, je te présente Les Affinités, qui a été écrit par Robert Charles Wilson, qui est canadien d'origine américaine. Et ça a été écrit en 2015. Dans cette société, on a les gens qui vivent vraiment comme nous, dans le même système. Et puis, en parallèle, se développe un système d'affinités. Il y a 22 affinités, et pour savoir de quelle affinité on fait partie, on doit procéder à un test. Sur base de ce test, donc, on est attribué à une affinité dans laquelle on peut ou pas faire partie, mais si on en fait partie, on adopte évidemment les règles de cette affinité. Il y a des avantages et des inconvénients qu'il faut que tu lises. Certaines affinités sont plus puissantes que d'autres. Au départ, ces affinités qui font partie de ce monde, mais de manière un peu parallèle et qui ne prennent pas tellement de place, vont prendre de l'ampleur. C'est une critique des réseaux sociaux, une réflexion et des critiques sur l'appartenance et beaucoup de réflexions sur la quête de soi. Ça, j'ai trouvé très intéressant. On suit un personnage qui fait un test, se retrouve dans une affinité, hein, tu l'auras compris, je ne te spoile pas grand-chose, et puis on va voir comment est-ce que ça va se passer pour lui. Et donc c'est très immersif, on est avec les enjeux de ce personnage et on ressent pas mal d'émotions, c'est assez bien fait, le personnage est sympathique et a ses défauts et ses qualités, donc ça permet de pouvoir être en résonance par rapport à certaines choses. Et l'écriture est très fluide, donc c'était un très très bon moment de lecture aussi. C'était glaçant de crédibilité, parce qu'on est vraiment très proche de ce qu'on vit maintenant, avec pas mal de conséquences, parce que le point qui est développé est exacerbé, évidemment, et nous montre comment est-ce qu'on pourrait arriver avec ces dérives. Voilà, comme évidemment souvent, puisque c'est l'enjeu des dystopies. Je ne cesserai de le répéter, j'aurais pu le dire en intro, mais bon, par présentation de livre, pour chaque présentation de livre, tu auras des petits compléments d'infos sur ce qu'est une dystopie. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin, peut-être que là tu auras compris ce qu'est une dystopie, parce que j'aurais peut-être enfin donné tous les éléments principaux. Alors ce que je te présente ensuite, c'est Le pouvoir de Naomi Alderman, qui est anglaise, et ça a été écrit en 2016. Là, pour le coup, on est sur un scope féministe. Les femmes découvrent à un moment qu'elles ont un pouvoir.
un pouvoir électrique, et donc elles peuvent l'utiliser, et ça les rend évidemment plus fortes que les hommes. Donc toute la question de ce livre, c'est « Et si la société devenait matriarcat ? Que feraient les femmes si elles avaient du pouvoir ?» Beaucoup de questions sont soulevées. C'est un excellent roman, beaucoup d'impact, j'y pense encore assez souvent, et quand on me demande une dystopie qui change, celui-là me vient spontanément. L'ambiance est mise et monte crescendo. On est avec pas mal de personnages, c'est aussi un roman choral, et donc on a les points de vue de plusieurs persos qui vivent les choses différemment et qui exercent ce pouvoir différemment aussi. Donc ça permet une pluralité de points de vue. L'ambiance est excellente, il y a des personnages qui sont très fortes, et c'était bien écrit, prenant et malin. Voilà, je t'invite également à découvrir ce roman de Naomi Alderman. Je passe ensuite à Vigilance. Vigilance a été écrit en 2019 par Robert Jackson Bennett, qui est américain. C'est un très court roman qui a été publié aux Heures-Lumière, donc les éditions Le Bélial. L'histoire se passe aux États-Unis au XXIe siècle et pas loin de 2026. Dans cette histoire, on diffuse sur les réseaux sociaux des tueries de masse. Il y a une émission qui s'appelle Vigilance, qui a des règles de jeu, qui les propose, et le gagnant peut gagner un gros lot. Comment est-ce que ça se passe ? Je te le laisse découvrir, il y a une centaine de pages, donc évidemment ici je vais rester super succincte, mais on est dans cette ambiance de jeu et dans cette, encore une fois, critique de la société des réseaux évidemment, des émissions, des armes. C'est très court, c'est hyper impactant, c'est sidérant, et pour moi ça a été un petit roman coup de poing que je t'invite également à découvrir. L'avant-dernier roman, c'est L'homme qui n'aimait plus les chats. Ça a été écrit par Isabelle Hopi en 2019, et Isabelle Hopi est française, et là c'est aux éditions Folio. C'est un roman qui se passe sur une île peuplée de chats. Ils sont dans la nature, ils peuvent évoluer comme ils le veulent, et ils font partie vraiment du décor. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chiens ? Parce que les habitants estiment que les chiens sont contraignants et qu'il faut s'en occuper. Donc ils préfèrent être en compagnie de chats. Un jour, tous les chats disparaissent. Il y a beaucoup d'incompréhension parce qu'évidemment, certains habitants, voire tous les habitants, se posent des questions, se demandent pourquoi les chats ont disparu comme ça du jour au lendemain. Les habitants se posent des questions, ils envoient quelqu'un sur le continent pour obtenir des réponses, et lorsque cette personne revient, eh bien, quelques jours plus tard, d'autres personnes accostent l'île et de mystérieuses caisses sont ouvertes. Qu'en sort-il ? Des chiens. Sauf que on leur dit que ce sont des chats. Voilà le postulat de ce roman que j'ai trouvé déjà assez brillant. C'est très très court également. J'ai vraiment aimé presque tout, ça a été un très grand coup de cœur ce livre, parce que c'était une écriture qui était super efficace, mais qui était très forte et très puissante, parce qu'en peu de mots, on est tout de suite dans l'île. Je parle souvent de ça, mais je trouve que cette immersion, en tout cas, montre que l'écriture est habile et qu'elle arrive à nous faire sortir du quotidien, et que finalement l'objectif est atteint puisque on est dans notre lecture. Les personnages ici sont également très forts. Moi je me suis attachée à beaucoup de personnages et j'ai ressenti plein d'émotions en évoluant avec eux, parce que là aussi il leur arrive des choses peu sympathiques. Il y a peu de mots, c'est une idée qui est très forte et j'ai trouvé ça très intelligent, et donc vraiment j'ai adoré la lecture, et j'ai autant adoré la lecture que j'ai détesté la couverture. La dernière dystopie que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, c'est Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est française également et qui a écrit, en tout cas qui a publié Viendra le temps du feu en 2021, et c'est à la base aux éditions Cambourakis. Alors, dans ce roman-là, on est aussi avec un roman choral, et comme pour le pouvoir, on est du point de vue des femmes. C'est une société qui est cadrée, qui est régentée, dans laquelle on ne peut pas sortir de la norme. Certains ont essayé de résister, ont essayé d'évoluer différemment, d'autres ont essayé de se souvenir. On a dans ce livre beaucoup de révoltes, on a beaucoup de différences, mais d'acceptation de la différence. En tout cas, c'est ce sur quoi on veut aussi mettre l'accent. Et donc, ça nous donne beaucoup
d'idées ou de volonté de tolérance et d'acceptation. Je trouvais ça vraiment bien fait et j'ai trouvé que l'écriture de Wendy Delorme était très poétique aussi. Il faut un petit peu rentrer et s'habituer parce que c'est un style très particulier, surtout que comme on passe d'un point de vue à un autre, on doit vraiment comprendre qui est qui et à quelle période elles vivent, quels sont les liens éventuels, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a, donc c'est pas mal de petites infos qu'il faut recouper pour comprendre ce qu'il se passe et pour entrer vraiment dans le roman. Une fois que c'est fait, on est bien parti, on prend beaucoup de plaisir à la lecture et c'est également un roman qui change, qui est très original, qui met l'accent sur d'autres thématiques et d'autres sujets sociétaux. Voilà, j'ai fait le tour des 10 dystopies que je voulais présenter aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si certaines te tentent, si tu en as déjà lu, si tu en as lu d'autres. Si tu es arrivé jusque-là, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite évidemment de très très belles lectures, que le plaisir de lire soit avec toi.